Bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial Meian. Parce que je leur dois bien, parce que, pour rappel, je suis en partenariat avec la maison d'édition qui doit tenir le nombre record de nouveautés sorties cette année. Enfin, je dis ça, en vrai, j'en sais rien parce que j'ai l'impression qu'il y a une annonce toutes les semaines. Avec ça, on ne désespère pas d'attendre l'annonce prochaine de Karakuri Circus. En attendant, je vais vous présenter tous les titres que j'ai lus après le générique. On commence avec le tome 2, 3 et 4 de Escale à Yokohama. Alors, de tome en tome, je suis conquis par cette licence. Je pense avoir lu le premier tome dans un mood un peu... On va voir pourquoi ça a si bonne réputation pour certains. Et je pense que je suis passé à côté d'un rythme de lecture. Lorsque j'ai fini le tome 2 et que j'ai enchaîné avec la lecture du tome 3 et 4, je sortais d'une lecture assez intensive des mangas de la collection d'Ethan de chez Meian, titre dont j'aurai l'occasion de vous parler dans cette vidéo, et on parle de licence ecchi++, voire un peu borderline. J'ai donc eu une vraie fracture lorsque je me suis retrouvé dans le monde de Alpha. Alpha qui est l'héroïne de Escale à Yokohama. C'est d'ailleurs un peu le thème du manga qui parle d'un après quelque peu apaisé face à un monde d'avant. Il y a un ésotérisme qui se dégage de cette lecture et de ce monde d'après en compagnie d'un être vivant 2.0. Oui, je suis véritablement tombé sous le charme de cette œuvre. Elle a un côté onirique aussi, à se demander si tout est réel dans cet havre de paix. Et sortir de cette lecture s'apparente à cette bulle de savon qu'on éclate. Alors oui, je recommande cette lecture à condition d'accepter de se laisser porter par des petits riens, mais qui font toute la différence. Une très bonne lecture. J'ai également lu les tomes 2, 3, 4, 5 de Jormungand. Alors, le premier tome de cette licence m'avait laissé, d'une certaine manière, assez mitigé. Ce qui fait que je n'avais pas pris le temps de lire tous les tomes suivants, jusqu'au tome 5, que m'avait généreusement envoyé Meian. J'avais bien aimé le trait punchy du titre, les scènes d'action emportaient tout, mais je trouvais que ça allait trop vite. Les personnages s'enchaînaient sans véritablement à ce qu'on ait vraiment le temps de les trouver intéressants, voire attachants, ce qui rendait la lecture assez saccadée. Mais bon, voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai fait mes devoirs et pour l'occasion, j'ai pris le tome 2 de Jormungand et quelle a été ma surprise à la lecture de ce tome de trouver tout cela déjà un peu plus fluide, de trouver les personnages déjà bien plus attachants et de me laisser de nouveau porté par des scènes d'action, de gunfight et de course de bolide ou autre que je trouvais digne d'un bon Gunsmith Cats, mais en fait non. Peu de temps après avoir posté ma lecture sur Instagram, parce que pour rappel, je poste mes lectures en temps réel, on m'a fait remarquer, et à juste titre, que cette licence a tous les airs d'un excellent Black Lagoon. Pour ceux qui connaissent, qui ont la ref quand même, mais grave, en fait c'est ça, ambiance de mercenaires, de femmes toutes plus badass les unes que les autres, au schlass et au gun, ça pète de partout, ça tue à tout va, il y a une sorte d'équipe qui ressort avec la spécialité de chacun des protagonistes qui forment 7 unités d'élite qui protègent 7 vendeuses d'armes hors du commun. Voilà. Et on découvre tout ça grâce à ce jeune enfant soldat qui vient tout juste d'intégrer l'équipe et en le voyant level up de tome en tome en contact de sa nouvelle famille. Ce titre ne manque pas d'humour et en plus, ça pète de partout. J'ai bien évidemment enchaîné mes lectures jusqu'au tome 5, bien ennuyé d'ailleurs de ne pas avoir la suite, alors qu'il me semble que le dernier et 11e tome ne devrait pas tarder à sortir. J'ai également lu le tome 3 et 4 de Grand Blue. Alors voilà un titre, à l'instar de Shiguri ou Kingdom, où je n'ai pas eu à attendre le tome 2 pour tomber sur le charme de cette œuvre. Il me semble que dès que le personnage principal de Grand Blue fait la rencontre de son compère à la fac, j'ai été conquis par l'humour dévastateur de ce manga. Et même si l'humour est bien bourrin, je me suis bel et bien tapé de sacrées barres de rire tout seul, comme un idiot, et en larmes, pas loin de lâcher la petite goutte de pipi dans mon slip. Par contre, c'est logique, tu n'es pas non plus pris de fou rire à chaque page. Ce qui fait que je craignais la lecture de ces tomes 3 et 4, car j'avais peur qu'avec le temps, mon délire se soit rationalisé. Je redoutais la récurrence des blagues, et que ça ne fasse plus mouche en fait. Voilà, que je me lasse de l'humour du manga, et que celui-ci tourne déjà en rond.
Et quel bien cela m'a fait quand est venue la délivrance avec ma première barre de rire à la lecture de ce tome 3. Et à la fin du tome 4, je me suis rendu compte que ce que je préférais dans ce titre, c'est lorsque ça parle d'un tout autre sport que la plongée. Voilà, un peu comme quand, un peu comme devant un épisode du collège Foufoufou, lorsqu'ils se lancent dans un nouveau sport, nos deux compères, ou alors leurs deux senpai, ils lâchent tout. Rivalité, concurrence, coup de pute, je surkiffe ces phases-là, vivement la suite, car dans un tout autre genre, Grand Blue, au même titre que Escale à Yokohama, mériterait d'être remboursé par la sécurité sociale. Ces lectures apportent vraiment quelque chose, elles font du bien, c'est le sourire aux lèvres qu'on referme ces tomes. Après, à chacun sa sensibilité, je suis bien conscient que d'autres, et en particulier ceux qui n'ont pas les codes du manga, n'y verraient que du néant. Moi, j'y vois un oasis, que ce soit un mirage ou pas, le plaisir de lecture est là. J'ai également lu le tome 7 de Aigre-Gore. Alors, pour recontextualiser ma lecture du tome 7 de Aigre-Gore, elle s'est déroulée à la suite du tome 4 de Grand Blue. Et je vous le dis avec sincérité, j'étais très curieux de lire ce tome 7, car comme je l'ai déjà dit à travers plusieurs vidéos, j'ai trouvé de nombreuses qualités à cette licence qui, au final, pèse bien plus lourd que les quelques défauts. Et ce tome 7 est fidèle à cela. J'ai apprécié de me replonger dans les événements tragiques et dramatiques qui amènent son lot de massacres et de révélations autour des égides et des moissonneurs. Derrière le masque d'un ennemi se trouve une autre vérité. Les actions sont menées à tambour battant. Dans mon cas, j'ai tout de même eu quelques petites difficultés à remettre qui est qui. L'action se déroule sur tellement de plans qu'on a l'impression que rien n'avance. Et pourtant, ce que j'aime le moins dans ce titre, et ce tome me fait penser un peu au tome 2, pour cela, c'est que lorsque ça part sur des explications sur l'âme et l'esprit, c'est quelques pages qu'on peut aisément lire en diagonale, parce que je ne trouve pas que ça apporte grand-chose. Après, il y a sûrement des raisons. Par contre, j'aime beaucoup cette ambiance où la tension est à son extrême, où tout un chacun peut mourir. Une nouvelle fois, on y retrouve un peu de Game of Thrones avec tous ces personnages qui gravitent et ces enjeux qui se jouent sur plusieurs scènes en même temps. Il y a cette note de désespoir que l'on ressent à l'instar des marcheurs blancs dans Game of Thrones qui inexorablement franchissent le mur de glace. Et puis graphiquement, c'est vraiment lourd. Et je le dirai jamais assez, mais l'utilisation de la couleur dans ce titre est tellement intéressant que j'ai besoin de m'en remettre lorsqu'on passe au noir et blanc. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à patienter maintenant que le scénariste et le dessinateur nous pondent la suite qui, je vous rappelle, Aigre-Gore est une production Meian avec la collaboration d'un scénariste français et d'un dessinateur coréen. Avant d'entamer mes avis sur les nouveautés d'Ethan, je vais m'attarder un petit peu sur le tome 2 de Anna l'Inaccessible. Alors autant j'avais pris le tome 1 de Anna comme une rom-com qui caricaturait à tout va nos deux personnages principaux, chacun avec des comportements un peu extrêmes, mais pas sans humour. Autant avec ce tome 2, je les ai trouvés plus attachants, plus mesurés, au point que finalement j'ai trouvé assez crédible la relation qui lie nos deux protagonistes. Cette série dégage une good vibe. Du peu que j'en ai lu, elle a des accents de otaku, mais sans le côté otaku. Après, c'est le milieu de l'entreprise, avec les collègues et tout. Vraiment, ça a du charme, ce qui me donne envie de reprendre la lecture d'Otaku, alors que je n'ai lu que le tome 1. En tout cas, vraiment très bon titre dans le genre rom-com. Il me reste à vous présenter 3 titres de la collection d'Ethan, dont le tome 1 et 2 de J.K. Hero. Alors, je ne sais plus si j'ai déjà pris le temps de vous parler du tome 1, en tout cas, là, j'ai lu les 2 tomes. Et je vous avoue ne pas savoir quoi penser de cette série. Quelque chose me dit de patienter jusqu'au tome 3 pour avoir une idée déjà plus arrêtée dessus. Il faut dire qu'à la fin du tome 2, il y a un petit teaser de l'auteur qui donne envie de continuer. Alors ce titre se veut être un isekai avec un fond de féminisme sous la forme d'un monde misogyne. La femme et l'homme n'ont pas du tout le même statut dans ce monde, là où son camarade de classe qui est arrivé dans le même monde avec elle, et on peut le dire un peu à cause de lui, celui-ci est complètement cheaté en tant qu'aventurier, alors que notre héroïne est pratiquement obligée de se prostituer pour ne dépendre de personne dans ce monde. Voilà déjà, de base, ça parle de prostitution, chose à laquelle finalement
elle s'adonnait déjà dans une autre mesure dans le monde réel. Mais en tant qu'étudiante qui veut se faire plaisir. Une jeune fille qui était peut-être déjà sous le joug d'une société patriarcale et capitaliste qui ne lui laissait pas tellement d'autres options que d'offrir ses services à des petits vieux, mais pas pour des besoins vitaux. On s'entend. Un thème assez fréquent au Japon des jeunes filles qui font les escort girls pour acheter les plus belles marques de fringues. Enfin, le Japon avait 10 ans d'avance, mais aujourd'hui en France c'est pratiquement la même chose, faut pas se leurrer. Bon, le truc c'est que ce nouveau monde tiré d'un jeu de rôle finalement ne va pas être tendre avec elle, et particulièrement dans ce tome 2 où elle va en prendre plein la gueule. En fait, en y repensant déjà dans le tome 1, où la violence est assez omniprésente avec certains de ses clients, voilà. Bon, après, je ne sais pas si ce titre est écrit pour faire réagir, envoyer un message ou autre, mais la faculté d'acceptation de cette jeune fille fait quand même froid dans le dos. Mais à savoir, est-ce qu'elle a réellement le choix ? Je n'ai pas non plus envie de trouver des messages là où il n'y en a pas. Mais c'est une lecture qui sait jouer avec nos émotions. Déjà, ce n'est pas tous les jours qu'on se met dans la peau d'une prostituée. Même si c'est dans un monde fantasy, puis quand même, elle ne se laisse pas démonter. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut un sacré caractère pour supporter cette situation, voire arriver à se projeter dans l'avenir. Tandis que les personnages masculins, eux, ils se prennent pas trop la tête. Même s'ils veulent faire bonne figure, ils ne semblent pas plus être dérangés que ça par la situation de la jeune fille. Après, je vous dépeins un tableau obscur, mais c'est très léger aussi comme aventure. Et c'est aussi ce qui me décontenance dans tout ça. Bon, vous l'avez compris, sous ces petits airs bling bling, c'est pour un lecteur averti. Le côté ecchi plus genre soft hentai, c'est pas du fanservice, ou alors à chacun son niveau de lecture. Parce que parfois ça peut être du fanservice, et d'autres, c'est pour raconter des choses crûment. Donc oui, je conseillerais cette lecture, mais pour un public averti. J'ai également lu les tomes 1 et 2 de Elder Sister. Bon, là je vais être cash, c'est pas du tout mon délire. Alors oui, les dessins, ils sont beaux. Je peux comprendre que cette histoire puisse faire fantasmer de jeunes ados, mais j'ai vraiment pas l'âge, ou du moins plus l'âge, pour lire ce genre d'histoire. Néanmoins, je peux vous faire un topo. C'est l'histoire d'un gamin qui fait un pacte avec une démone pour qu'elle soit sa grande sœur. Donc bon, le personnage de démon n'est pas du tout crédible à jouer la grande sœur incestueuse. Entre nous, il aurait mieux fallu faire un bon hentai, bien assumé, et là j'aurais bien aimé le titre. Vas-y, tronche-la la succube, elle est trop bonne, arrête de faire ta fiotte, puis survie ou survie pas, mais franchement l'histoire peut être sympa à partir de là. Mais là, c'est juste du fanservice pour puceau. Il en faut pour tout le monde, vous me direz. Si je fantasmais sur ma grande sœur ou ma nounou à 12 ans, ce serait une lecture dont je serais ravi d'avoir, mais à 12 ans. En tout cas, graphiquement, c'est beau. Puis qui sait, le tome 3 révélera des trucs de fou, mais j'y crois pas trop. Donc voilà, c'est vraiment pas pour moi, mais peut-être à d'autres. J'ai également lu le tome 1 et 2 de Harem. Oui, je fais un raccourci, vous avez qu'à lire. Je vais tout vous avouer, le titre et le cover m'ont bien fait flipper avant ma lecture. Et finalement, j'ai grave apprécié la lecture, même si le thème de l'esclavage féminin m'a un peu mis mal à l'aise. On en revient à la prostitution, sauf que là, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de message derrière. Là, vous êtes dans un très bon ecchi d'aventure, ce qu'a très bien loupé, à mon goût, World and Harem Fantasy. Du moins du peu que j'en ai eu. On est dans du ecchi, plus, voire du soft hentai, à un moment, mais avec une bonne histoire typique d'un isekai ou d'un gars qui vit dans le monde d'un jeu vidéo. Ah, la nature humaine et ses penchants sexuels. Quand je lisais ces deux tomes, j'avais l'impression de lire l'histoire d'un gars qui partait pour la première fois à Amsterdam se payer une pute. Voilà. Après voilà, c'est une collection qui se veut plus crue que les autres. Ça rend ce titre assez original dans le monde isekai et façon jeu vidéo. À vrai dire, je sature un petit peu de ce genre de début de récit. J'aime bien les Shangri-La Frontière et tout, mais j'aimerais bien savoir où ça va, où ce genre de récit finit en fait. Je prends pour exemple So I Am a Speeder, So What, qui m'a véritablement lassé à force dans son délire. Après, Harem ne se contente pas que du ecchi, je dirais bien au contraire. Il y a eu une grosse scène à la fin du tome 2, mais sinon, le héros, il est dangereux, il coupe des mains, il recule devant rien, il tue à tout va après avoir eu 2 pages à peine de remise en question.
dans le gore et l'action, on n'est pas loin d'un bon Goblin Slayer. Enfin voilà, j'ai bien aimé l'histoire de ce mec qui atterrit dans un jeu vidéo et qui se rend compte des conséquences de ses actes, mais vaut mieux tuer que d'être tué. Puis bon, personne n'est parfait, et lui, c'est un esclavagiste, pour le coup, qui goûte à sa marchandise. Voilà, en tout cas, je vous conseille de découvrir cette série. Moi, elle m'a plu, bien qu'il y ait des fois où on ne sait pas sur quel pied danser. Enfin voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une vidéo hot manga, du manga pour adultes et non censuré, ce qui fait tout son charme. Je vous présenterai en détail les titres que j'ai reçus élus, dont Winning Strike, Un monde haut en couleur, La chaleur de l'amour et Shujuku Ecstasy. Sur ce, prenez soin de vous, ciao et peut-être à bientôt sur le stand Meian à Paris Manga ce dimanche 7 novembre. Ciao!